Salut à tous, deuxième vidéo en lien avec Pro Cycling Manager 2023. Je vais vous proposer en plusieurs temps. Premier temps, on reparle de la note de moyenne montagne avec une petite révélation grâce à certains internautes. Ensuite, on va parler du choix de la carrière à suivre. Là aussi, j'ai un petit dilemme, je vais vous l'expliquer. Et enfin, on ira poursuivre nos tests sur le jeu avec Trek Segafredo et Paris-Roubaix comme clôture, alors qu'on aura terminé sur la dernière partie de Paris-Nice. Voilà, donc on nous a gentiment, et c'est Bali qui l'a diffusé sur les commentaires de la précédente vidéo, expliqué comment est-ce que la note de moyenne montagne fonctionnait d'après les développeurs. Donc c'est une question d'être en dessous ou au-dessus de 7% de pente, d'une part, et après vous allez avoir comme ça l'effort que vous allez régler. C'est-à-dire que si vous êtes à 62 par exemple, ça va être de la note de montagne pure qui va jouer. Après à 82, vous allez avoir moitié moyenne montagne, moitié note de montagne, etc., etc. Vous savez lire l'anglais comme moi. C'est une information intéressante. Après, moi, j'ai pas pu encore le sentir. Je vais revenir là-dessus. Mais j'ai pas pu le sentir vraiment. Bon, on passe. Donc, à suivre donc, disons. Ensuite, je suis embêté par rapport à la carrière. Je vous expliquais pourquoi. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait voter. Bon, clairement, IF l'emporte sur Uno X et Eolo Kometa. Donc, déjà, le sujet, là, il est réglé. Malheureusement pour Uno X et Eolo Kometa qui étaient des super projets, ils sont relégués par rapport à EF. Donc, ils n'existeront plus dans mes propositions. Cela dit, je vais devoir faire un deuxième sondage parce que équipe française à 38%, là je parle vendredi matin, et IF à 33%. Est-ce que ça veut dire que n'importe quelle équipe française l'aurait emporté face à IF? Donc il y a un biais dans mon sondage. Donc vous voyez, il y a quelque chose... ouais, je vais être honnête par rapport à ça. Hein, donc je vais faire revoter et je mettrai IF contre Groupama FDJ, contre Arkea, contre AG2R. Et là, on va voir qui gagne. Et là, après, je me lancerai, comme ça, je pourrai... faut que j'ai quelques jours d'avance, hein, si je veux pouvoir proposer de la vidéo ensuite, sans qu'il y ait trop à attendre. Donc voilà, vous savez tout. Je suis en dilemme par rapport à ça, donc. Et ça m'embarrasse. Je déteste que les choses soient pas bien clairement posées. Et c'était le cas, en fait. Hein, c'était le cas, puisque l'équipe française qui l'emporte sur IF, ça prête franchement à confusion. Donc, passons à la suite, c'est-à-dire la suite du test du jeu. Donc j'ai choisi cette équipe Trek, on voit Quinn Simmons à l'image, je trouve sa barbe assez fabuleuse. J'ai choisi Trek Segafredo, qui deviendra Lidl Trek l'année prochaine et pour plusieurs années, 5 ans je crois, pour tester des nouveautés de Pro Cycling Manager 2023. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y a notamment donc, ce que j'évoquais juste avant, c'était l'apparition de notes de moyenne montagne. Je voulais vraiment sentir en quoi est-ce qu'elle intervenait et j'avais fait ce choix d'avoir, vous voyez, Schellmose, Ciccone, et puis d'un autre côté, bon voilà, Pedersen, Stuyven, on le sait, Bauke Mollema, Juan Pedro Lopez, qui me paraissait avec Quinn Simmons aussi, avoir des profils de coureurs différents. Alors certes, parfois compatibles les uns avec les autres, ou alors qu'ils vont être après au gré des formes du jour, ils vont être plus ou moins, on va dire, à l'aise sur certains terrains, et donc ça peut aussi biaiser le test, mais arriver à sentir. En fait, moi, ce que je veux, c'est sentir quelle est l'influence de cette note de moyenne montagne. Alors, donc, on avait vu que sur le Tour des Émirats Arabes Unis, Ciccone s'en était fort bien sorti. Après, est-ce que j'ai vraiment une conclusion à donner de cela? Pas grand-chose, à part que le plateau n'était pas relevé. C'est pareil un petit peu plus tard sur l'Homme-Loop, ou sur un terrain totalement différent. On a juste confirmation d'une chose, c'est que dès que Van Aert et Van Der Poel sont dans une course, ça va faire mal aux autres. Oui, mais alors là, merci, parce qu'on le savait déjà. Donc, pas grand-chose, hein, en réalité, en termes de conclusion à tirer. Moi, si ce n'est qu'il va falloir s'accrocher sur les classiques, mais bon,
on l'avait compris, hein. On l'avait compris, ça, c'est comme quand il y aura Pogačar sur des Ardennaises, ou Roglic, etc., à la Philippe, et on a compris que suivant les... Bah tiens, Remco Evenepoel également. Donc, on a compris que pour gagner un grand tour, pour gagner un monument, pour gagner des très 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 grosses courses, il allait falloir se lever de bonne heure. Même Stefan Küng n'est pas invité ici, hein, face à Alaphilippe, ou dans le final d'Estrade Bianche, comme je vous l'avais montré, Alaphilippe ne peut pas être dépassé par Küng, sauf erreur de gestion. Les classiques restent sympathiques, c'est ce que je disais également, à jouer. C'est-à-dire qu'on a des attaques lointaines, ça c'était une nouveauté qui ne date pas de PCM 23, ça c'était précédemment qu'ils avaient introduit une forme de folie qui colle d'ailleurs au cyclisme actuel, c'est-à-dire que vous avez vu combien de fois ces dernières années, je sais pas, sur les 4 dernières années, combien de fois est-ce que l'attaque victorieuse elle se fait à 45 ou 50 bornes de l'arrivée. Mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, hein. Regardez sur le Tour des Flandres à quel endroit ça part, mais même un poil plus anciennement, hein, quand Philippe Gilbert s'impose au sprint devant Polite sur Paris-Roubaix. Où est-ce que ça part? Ça part très très loin. Donc c'est vrai que dans ce cyclisme, on a besoin d'assister à des choses. Dans le jeu, on a en tout cas envie de voir ce qui se passe dans le cyclisme actuel. Et ce cyclisme actuel, il est complètement dingue. Moi, je le qualifierais quasiment d'âge d'or. On est dans un âge d'or du cyclisme où les ultra-phénomènes de type Van der Poel, Wout van Aert, Tadej Pogačar et Remco Evenepoel, les 4 ultra-phénomènes ont tendance à vraiment être en mode cannibale et à avoir vraiment presque rien pour les autres. Ils ne laissent pas grand-chose. On verra d'ailleurs si Vingegaard sera capable de garder un deuxième Tour de France alors que Pogačar va revenir très très revanchard. Voilà. Je pense qu'en tout cas il est bon que le jeu ait prévu ça, et ça on peut le ressentir, cette ultra domination de certains, on peut vraiment la ressentir, donc déjà c'est un point très positif. Après ça a trait aux notes aussi de la database avec laquelle on joue, hein. Mais en termes de comportement, quoi, c'est ça que j'entends, hein. Donc voilà, on avait pu tester donc petite classique par-ci, petite montée finale par-là, et puis on avait terminé la vidéo précédente avec cette arrivée à la Loge des Gardes sur Paris-Nice, étape 4, Paris-Nice 2023. Et on s'était imposé avec Skelmose, qui avait eu la victoire qui lui avait été littéralement offerte par Giulio Ciccone, et qui peut-être espérait dans un coin de sa tête jouer plutôt le général. Donc voilà, chose qui se fait. J'avais eu envie d'offrir quelque chose à ce Skelmose. Tiens d'ailleurs, au moment où je parle, qui doit être porteur du maillot de leader du Tour de Suisse. Bon, ça peut peut-être changer dès cet après-midi, mais je parle vendredi. Donc voilà, joli Skelmose, même dans la vraie vie, et super profil à jouer sur PCM. Très 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 intéressant. On est sur Paris-Nice donc, et après ces 4 étapes dont je vous ai rappelé un petit peu le déroulé, ou en tout cas l'issue finale, on se retrouve par contre avec une vraie bataille à venir sur les étapes 5, 6, 7, 8, c'est ce que je propose tout de suite. Une étape 5 pour commencer qui semble dévolue aux sprinters. On va voir si ce sera réellement le cas, ou si quelqu'un va réussir à s'échapper, ou parmi les 13 là qui sont devant. Alors on voit que a priori il y a peu de chances pour que ça aille au bout, étant donné le rythme du peloton qui ne laisse qu'une minute d'avance, qui va réduire en plus à 30 secondes. Alors, voilà. On a compris, quand le peloton ne souhaite pas voir une échappée partir, ça c'est bien aussi, je trouve. Il y a vraiment la notion de validation de l'échappée ou pas par le peloton. Je trouve que, en règle générale, beaucoup de choses que nous avons constatées par le passé sur Pro Cycling Manager ont été améliorées, et notamment le côté réaliste de peloton qui autorise ou pas une échappée. Très intéressant. Après, est-ce qu'on va trouver du réalisme à tout moment dans les résultats? Non, clairement pas. Et
on va voir juste le sprint ici, voilà, où Simmons essaye d'emmener Stuyven, qui avait pour mission de ramener Pedersen dans sa roue, mais vous voyez, on fait chou blanc. Je pense que la prochaine fois, ou une des prochaines fois, je tenterai carrément de mettre Stuyven dans une roue pas trop compliquée à suivre, et Pedersen dans une autre, parce que à chercher à faire le petit train, il s'agit plutôt d'un éparpillement de mes wagons qu'autre chose, et il n'y a pas de train réel là avec Trek Segafredo que j'arrive à mettre en place. Peut-être que c'est juste ma manière de jouer, hein, et je suis rouillé un peu, mais je n'arrive pas à mettre ce train en place, pas grave, mais ça aussi, voilà, c'est du test. Il vaut mieux le tester quand il n'y a pas d'enjeu que le tester sur une partie après où on a un peu des objectifs sponsors et qu'on a une forme de pression, où après on peut un peu plus s'énerver alors que là il y a zéro enjeu. Étape 6. Alors, celle-ci, c'est typiquement le genre d'étape qui colle à une autorisation du peloton pour une échappée qui peut-être va au bout. Hein, donc ça c'est typique sur Paris-Nice, étape 6 comme ça, un peu accidenté, avec le profil adéquat, hein, à ce qu'une échappée prenne un peu d'avance. Est-ce que apparemment c'est Jumbo-Visma, oui, et peut-être Alpecin de Koenig, hein, qui avait l'air de vouloir contrôler pendant tout un temps. Ils ont effectivement des arguments à faire valoir en cas d'arrivée au sprint. Est-ce que ils vont continuer à valider cette thèse de l'échappée qui s'impose? Bon, il est trop tôt pour le dire. Grosso modo, si on est encore à 2 minutes et qu'il reste 30 bornes, c'est gérable. C'est gérable pour l'échappée. Si on est à 1 minute ou moins, on oublie totalement. Et alors moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que, me sentant un peu exclu de ce coup-là, je vais tenter de rouler. Alors voilà, je fais le sale boulot. Je vais essayer de rouler ici parce que j'ai pas abdiqué à ce qu'éventuellement Stuyven ou Pedersen puissent rafler la mise à l'arrivée. Donc c'est pour ça que je fais rouler beaucoup Mollema. On va se relayer avec Wayne Simmons et on n'hésitera pas même à demander un peu à Giulio Ciccone de faire quelques efforts, ainsi que Juan Pedro Lopez. Vous voyez qu'à l'avant, une échappée qui est relativement à connotation française, qui va aboutir malgré les efforts des uns et des autres, notamment de Trek Segafredo. Et c'est Pierre-Luc Perrichon qui va s'imposer. Thioulet aura tenté sur la fin de sortir. Pedersen règle une sorte de sprint du peloton. Et finalement, pas grand monde n'aura pu reprendre. Je pense que moi, je m'y suis mis trop tard. Et auparavant, il y avait eu quasiment autorisation de la part des équipes qui jouent le général. Alors, qui jouent le général, mais qui ont des petits bâtons dans les roues. On va s'en apercevoir après l'étape 4, hein, que je vous avais montré, où au général, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont un peu une difficulté, parce que vous voyez Van Aert prendre du temps à Schnellmose ou Ciccone au sommet de la Couillole, Geraint Thomas peut-être, mais je veux dire, c'est assez, Vingegaard est très loin, c'est assez compromis, hein, pour certains, parce qu'il y a eu, alors pour certains, une petite gestion malheureuse du contre-la-montre par équipe, mais avec marquage de temps individuel. Pour d'autres, il y aura eu une fin d'étape 4 très mal gérée. L'IA déteste, hein, sur terrain accidenté avec arrivée au sommet, qu'on mette le feu et qu'on dynamite la course. Il y a très très souvent des craquages à ce moment-là. Vous avez vu que j'ai mis Quinn Simmons dans l'échappée, parce que je crois en cette échappée en fait de l'étape 7. Je pense qu'il est possible, vu le plateau, que la victoire se joue devant et que les leaders s'expliquent à moitié, et que à la limite avec Ciccone ou Schnellmose ou les deux, j'arrive à quelque part limiter la casse sur Geraint Thomas, sur Van Aert, ça paraît établi. Voilà. Donc c'était un peu ma disposition d'esprit. Voilà, c'est pas non plus Marc Soler. Dieu sait si en plus j'ai de l'affect avec ce coureur, hein, Marc Soler. J'ai joué avec. On le voit depuis X années. Le mec a souvent fait des efforts qui étaient non couronnés. Moi, je veux dire, j'ai de l'empathie pour ce coureur. Je l'aime bien. Mais c'est pas lui qui va venir nous contester la victoire au sommet de la Couillole pour Paris-Nice, quoi. Voilà.
Donc, tout ça étant posé, grosse avance pour l'échappée. Jumbo-Visma qui roule, mais en fait, qui s'est jamais vraiment donné les moyens de reprendre cette échappée dignement. Il y a presque 6 minutes en bas du col de la Couilleule. Donc, ça va se jouer devant. Hein. Il faut être bon, parce qu'on n'aura pas plusieurs cartouches avec Quinn Simmons, et il va falloir que la cartouche qu'on joue soit la bonne. Alors, je tente ici, à 11 km de l'arrivée, de sortir dans un groupe avec Bernsteiner notamment, avec de nouveau Pierre-Luc Perrichon, décidément très très en verve, avec Champoussin, Clément. Voilà, on voit si ça peut aboutir, parce que c'est très équilibré. Le groupe à l'avant est très très équilibré, et difficile de savoir un peu quelle issue peut avoir cette échappée. Toutefois, on se doute donc que 3 minutes ce sera pas repris, hein. Même si on est à 4 minutes, on est au-delà de 4 minutes, la victoire sera vraiment devant. Allez, on tente un coup de nouveau avec Quinn Simmons pour sortir. Ici, il n'y a que Michael Cherel et Pierre-Luc Perrichon qui nous ont emboîté le pas. Attention au Canadien Houle. Aïe, Hugo Houle revient, semble-t-il, facilement. On est à 5 km de la ligne d'arrivée. Donc là, il y a encore quelque chose à faire. Certains seront lâchés. Finalement, il reste Zimmerman, Cherel, Hugo Houle. Oh là là, ça part sans nous et j'ai pas les moyens de réagir, vous voyez. Parce que là, moi, à ce stade de consommation de l'énergie de Quinn Simmons, je peux jouer que de l'effort curseur. Mais et avec économie en plus. Hein. Donc voilà. On voit qu'à l'arrière, il y avait eu 2-3 velléités, Vlasov, Thomas, Soler, mais absolument rien de significatif. Ça veut dire que nous, derrière, on va pouvoir contrôler un effort curseur et on va limiter toute perte de temps abusive. Et devant, une arrivée entre Houle et Zimmerman, et c'est le coureur polyvalent Hugo Houle de Israël Premier Tech qui va s'imposer. Un peu amer celle-là, parce que je suis sûr qu'il y avait moyen de la prendre avec Quinn Simmons en bonne forme, mais voilà, je me suis fait avoir. Donc très jolie victoire pour Hugo Houle. Vous voyez derrière, Ciccone n'a aucun problème à limiter les dégâts. Par contre, il va grignoter les quelques secondes qui traduisent un peu aussi sa supériorité sur ce terrain-là par rapport à Skelmose. Donc très très légitimement, Skelmose aura eu son étape. Et Ciccone va prendre le maillot jaune à l'issue de l'étape 7, où ça me paraît ultra mérité de répartir les choses ainsi. Déception pour David Gaudu, un peu mal placé, ne sera passé un peu à côté de son Paris-Nice. De la même manière, moi j'attendais Vingegaard très très fort hein, sur cette étape 7. Je me disais, ok, il passe à côté de Paris-Nice, mais au moins que Jumbo-Visma, que je voyais rouler en fait dans l'étape, se donne les moyens ensuite de mettre sur orbite Vingegaard afin qu'on ne puisse pas lui résister avec son 82 en montagne pure. Et ben en fait il n'en a rien été, vous voyez, et puis finalement ceux qui s'imposent sont des baroudeurs. En tout cas c'est l'échappée qui est arrivée à son terme. Voilà, donc équipe peut-être présente du côté de Jumbo-Visma trop faible. Nous avons eu aussi une mauvaise, je parle des équipiers, hein, pas Van Aert et Vingegaard bien sûr. On aura eu peut-être une distribution des forces aussi, je pense à l'absence de Pogačar ou de Remco Evenepoel, qui aura été déséquilibrée entre Paris-Nice et Tirreno, et donc à partir de là, Paris-Nice qui semble tendre les bras à Ciccone, vous voyez, on n'a pas changé, je le montre au passage, sur les estimations de forme du jour à venir, on n'a pas changé, il y a toujours le petit paramètre fatigue. C'est normal, on est après 7 jours de course. Mes coureurs sont fatigués, là, c'est aussi une conséquence du début de saison. On peut y penser, quand on fait une planification, on peut y penser. Accumuler trop de courses en février, parce qu'on veut absolument un pic de forme sur Paris-Nice, ça a un prix. Ce prix, c'est évidemment la fatigue assez rapidement pour certains coureurs. Donc après, avec des petites plages de repos, etc., ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème pour récupérer pour la suite de la saison, mais simplement, il faut l'intégrer. Moi, j'ai déjà parlé de tout ça dans d'autres vidéos, donc c'est bon, on va pas en faire des tonnes. Je fais beaucoup travailler Stuyven et Mollema, après les avoir relevés d'une échappée au sein de laquelle, vous l'avez peut-être vu sur les images précédentes,
Soler était parti, mais bon, sa place au général lui interdisait d'aller plus loin. Échappé était condamné avec lui dedans. Nous sommes relevés également. Et par contre, voilà, Mollema fait le boulot. On sacrifie un peu Bauke Mollema sur celle-là, d'étape, parce que j'aurais peut-être envie d'aller gagner, en fait, cette étape 8. Peut-être avec Ciccone, peut-être avec Skelmose. Après, s'il y a un coup à prendre avec Stuyven et qu'il est peut-être capable de suivre un petit groupe qu'on laisserait partir, on cracherait pas dessus, hein. Mais voilà, chasse un peu la victoire d'étape, c'est pour ça qu'on roule pas mal. Et ça sort encore ici avec Vlasov, avec Soler, Skelmose et Ciccone vont comme ça prendre la suite. Skelmose, il est juste chargé d'amener Ciccone à bon port, voilà, et mettre Ciccone dans les meilleures possibilités, dans les meilleures conditions pour aller sécuriser déjà la victoire finale et plus si affinité. On a 4 hommes avec une vingtaine de secondes, c'est peut-être faisable, descendre du col d'Aise, toujours envisageable. Enfin, toujours envisageable, sauf peut-être sur PCM, car on se fait quand même facilement reprendre. Je crois c'est pas arrivé souvent que j'arrive à gagner cette étape-là. Je crois que la dernière fois que j'ai dû la gagner, ça devait être avec Tom Skynes, petit clin d'œil, Trek Segafredo, il y a au moins 2 ans ou 2 ans et demi, et où lui avait eu le bon de sortie à un moment donné pour aller s'imposer. Allez, Juan Pedro Lopez avec quelques mètres d'avance sur la promenade des Anglais. Est-ce que ça va sprinter derrière? Bah tu parles. Évidemment, Wout van Aert revient et se refait la cerise, regardez, il se repose. Du coup, je me dis, allez, on sprint. Et après, Van Aert, il va dire, non, les gars, c'est pour moi. Voilà, c'est pour moi. J'accélère quand je veux. Et je gagne à peu près quand je veux. Donc, très très logique. Il y a un monde d'écart sur ce type d'arrivée entre Van Aert et tous les autres protagonistes du top 10. Victoire hyper logique sur la prom pour Wout van Aert. Moi j'aime quand la logique est respectée. J'aime quand Van Aert prend cette étape. Je déteste que quelqu'un qui n'est pas prévu gagne en simulation d'une course majeure. Et je préfère qu'il s'agisse d'un Cador. Pour le réalisme de toute partie, même d'une partie test, j'ai besoin de voir les meilleurs s'imposer. Bon, ça va être quand même plutôt globalement le cas. Même si, bon, Ciccone qui gagne Paris-Nice, on va dire qu'au vu du plateau, ça devait revenir à Vingegaard. Voilà, c'était obligé. Donc apparemment, bug de ce que vous voulez, bug de planification, bug d'organisation de la préparation de Vingegaard, blessure, je suis pas au courant de tout, blessure précédente, je veux dire pendant la préparation, on sait pas, mais il s'est raté, voilà. Vingegaard s'est raté, et il n'y a pas d'autre chose à dire. Et là, on va retrouver sur un tracé un peu plus ancien de Milan-Turin, mais qui du coup donne l'idée d'aller en fait les jouer, parce que c'était un objectif sponsor et que ça commençait à m'échauffer les oreilles de voir tous mes objectifs sponsors en simulation ratés. Donc je n'aime pas tellement non plus, du coup je l'ai joué. Je me suis dit tiens, envoie Mollema et Ciccone, et puis on verra bien si tout ce petit monde-là arrive à suivre Pogačar, qui est présent, ou si il n'y a pas de lutte possible avec le Slovène. Donc j'ai mis comme ça 2 forces dans la balance, avec ensuite Baroncini, intéressant jeune, hein, Baroncini. Il y a Thibon Ace qu'on aperçoit, celui-là je vous l'avais déjà montré avec Alex Kirsch, ils étaient sur Omloop à l'épisode précédent. J'adore Thibon Ace, hein. Pour moi c'est un coureur que j'ai envie de voir dès que l'occasion se présente. On sait d'où il vient, on sait le potentiel complètement ahurissant que peut avoir ce type de coureur, surtout avec de telles références, et donc à regarder de très près. Attention à Pogačar qui part, McNulty lui fait la cassure, bien joué. Est-ce qu'on n'a pas été naïf et peu réactif sur ce coup-là? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre dans la montée vers Superga, là, ici. Il faut absolument envoyer de l'effort curseur à gogo
et mettre Ciccone dans les meilleures conditions possibles. J'ai protégé tout ce que j'ai pu avec Dan Hull, avec Thibau Nys, avec Alex Kirch, qui sont pas non plus sur leur terrain de prédilection. Puis là on fait le forcing. Allez, Bauke Mollema n'a plus grand chose, il est sur barre jaune. Je me dis que s'il y a quelque chose encore à faire, mais ça va être tendu, c'est avec Ciccone. Ciccone qui va terminer sur sa barre jaune, lui aussi, pour peut-être aller chercher la deuxième place, car Pogačar aura maîtrisé jusqu'au bout. Donc il est sorti là où je ne l'attendais pas exactement, c'est-à-dire pas dans la montée. Il est sorti avant, super bien joué. Et derrière, rien à faire. Moi, ce que j'espérais très modestement, c'était le suivre et le laisser se consommer en espérant qu'il reste quelque chose ensuite à Ciccone pour le passer sur la ligne, vous voyez. Mais à part ça, il n'y avait pas d'espoir majeur face à Pogačar pour Giulio Ciccone. Donc parfait, on a la confirmation que les tout meilleurs peuvent écraser leurs adversaires à peu près quand ils le décident. Moi j'aime ça, donc test positif que ce Milan-Turin. 3 jours plus tard, Milano-Sanremo. Et là, on a notre équipe qui est plutôt à consonance là, classique. C'est une équipe que j'aurais pu limite aligner sur une classique pavée, celle-là. Et l'objectif, il est clair. On connaît Milan-San Remo sur PCM. On a déjà gagné 15 000 fois en puncher en partant dans le Poggio. Donc on va plutôt jouer différemment. Maintenant, moi, je m'astreins, sauf exception. Parce que peut-être que je ferai quelque chose de différent dans quelques semaines, mais ça m'étonnerait. On essaie de gagner en sprinter, justement, décalé par rapport à l'époque. Quand en 2018, je sais plus si c'est 2018 ou 2017, du coup j'ai un doute, quand Nibali gagne en sortant dans le Poggio, de manière assez opportuniste, parce que cette année-là on attendait plutôt Colbrelli chez Bahreïn Bahreïn. Quand Nibali gagne, c'était presque impensable. Et puis derrière, finalement, ça s'est enchaîné avec Alaphilippe, avec tout ce que vous voulez. Et au final, maintenant, plus aucun sprinter ne gagne Milan-San Remo. Il y a juste Stuyven en opportuniste qui sort parfaitement il y a quelques années. Sinon, ça se joue entre les mecs qui se sont détachés dans le Poggio, voire cette année où c'était encore une fois somptueux. Donc ça gagne en puncher, hein, et donc du coup ça me donne envie de prendre un peu le contre-pied et d'essayer de gagner en sprinter. Alors le jeu favorise l'opposition entre sprinters, puisque vous allez voir que autant dans la Cipressa ou les Capis précédemment, mais ça c'est dans les Capis, c'est normal, mais autant dans la Cipressa, autant dans le Poggio, vous avez malheureusement une grande difficulté que beaucoup de joueurs observent à pouvoir distancer les sprinters. Donc déjà, Cipressa, on a l'habitude. Mais même dans le Poggio. Donc il va falloir appliquer un plan. Allez, dès que vous arrivez à la fin de la Cipressa, voilà, on va se recaler. Moi, je mets en général tous les protecteurs, les sacrifiés en quelque sorte, les équipiers. Je les mets après. Ici, c'est Edward Teun, ça, qui fait le sale boulot. En tête, pour effort curseur max, je crois, voilà, j'ai aussi mis Emile Lippins sur ce coup-là. Donc Tuds et Lippins sont chargés d'aller se sacrifier pour mener un rythme juste invraisemblable à l'approche du Poggio. Poggio dans lequel, sur ce coup-là, ce seront Kirch et Thibau Nys qui auront la responsabilité de mener énorme train en espérant ensuite que Simmons puisse conserver Stuyven et Pedersen dans sa roue et emmener Pedersen à la victoire finale. Donc voilà voilà, j'ai écrit le script, maintenant il n'y a plus qu'à le réaliser. Kirch jusque à ce stade-là, voilà. Et on va avoir juste dans le tournant ou après le tournant Thibau Nys qui va prendre son rôle très important depuis ici jusqu'à la cabine téléphonique. C'est là que les attaques peuvent être absolument mortelles pour l'adversaire. Donc nous, on y va. On va bientôt attaquer la descente, avec un très bon descendeur en tête. Thibau Nys. On peut même accélérer un peu, demander une petite attaque, ou alors un effort curseur 95 vers là. Enfin voilà. Attention, n'oublie pas tes équipiers, Thibaut. N'oublie pas tes équipiers.
Ça va, parce que c'est Quinn Simmons dans la roue, donc ça va, il n'y a pas de problème. Et là, on est en place. Il y a peu de coureurs quand même qui ont suivi ce rythme-là. Mais vous allez voir que c'est pas gagné. Du tout, du tout. On lâche Pedersen pas loin de la ligne. Eh ben, il fallait pas vraiment plus, hein, parce que Caleb Ewan était là. Alors, encore une fois, vous allez dire que je m'acharne, mais je vous assure que c'est pas le cas. Caleb Ewan, c'est un super cycliste, et Dieu sait si sa carrière, elle force le respect, mais m'expliquer dans quel monde, à Milan-San Remo, Caleb Ewan, sur le rythme que j'ai mis dans le Poggio, se retrouve en train de jouer quasiment la victoire. Il y a quelques années, oui, effectivement, c'était réaliste. Là, ça l'est plus. C'est plus possible. Après, Mats Pedersen qui gagne, moi ça va, ça me dérange pas. Mais par contre, où sont les punchers? À quel moment Mohoric a tenté quelque chose? À quel moment tout un tas de coureurs capables? Donc voilà, petite déception à ce niveau-là. J'ai ensuite, vous voyez le calendrier, j'ai ensuite pris sur moi pour simuler. Je déteste simuler, notamment GP de l'E3 que j'adore. Mais je suis parti au monument suivant, au Tour des Flandres, et parce que j'avais envie de voir quelle est l'explication à venir entre les tout meilleurs. Puis alors sur le Tour des Flandres, vous voyez, on a une forme du jour assez mauvaise pour Stuyven et Pedersen, qui sont a priori nos principales cartes. Troisième carte théorique, Quinn Simmons, mais comme il est doté d'une forme du jour assez bonne, je joue en plus 3, moins 3, hein, cette fois-ci, vous verrez pas de plus 5 dans les vidéos. Je joue en plus 3, moins 3 au niveau du delta qu'on peut définir dans les paramètres du jeu. J'ai envoyé Quinn Simmons dans l'échappée. Thibau Nys sera mon leader. Et donc, on va voir. Je trouve ça assez excitant, en fait, de tenter quelque chose avec un coureur qui n'est pas encore très renommé, en tout cas sur route, en tout cas il est pas renommé, et puis qui a quand même de belles aptitudes. Donc Quinn Simmons tente sa chance. On sait jamais, hein, après il existe une chance sur 100 dans un monde un peu dingue pour que Quinn Simmons aille au bout. Hein. Après bon, malheureusement c'est peut-être moins d'une chance sur 100. Allez, on accélère un petit peu ici. C'était le deuxième passage déjà au Vieux Quarmont. Hein. Donc intéressant de voir si certains sortent, c'est le cas. C'est le cas. Il y en a certains qui sortent. Et c'était Remco que vous avez aperçu avec son joli maillot, certes boueux, mais arc-en-ciel. Et Van Aert qui lui a emboîté le pas. Ah, grosse concurrence ici. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Oh, il y a aussi Alexander Kristoff. C'est vrai qu'il y a... Alors là, on se croirait plongé dans PCM 5 ou 6 ans en arrière. Là. Tu vois, Kristoff qui joue les premiers rôles. C'est énorme. Donc, Quinn Simmons... et les autres échappés qui ont compris qu'ils vont se faire reprendre par les deux fusées Wout van Aert et Remco Evenepoel. Là-dessus, on a compris. Dylan Van Baarle, en plus, du coup, se dit « Eh oh, camarade !» Il y a Van Aert à l'avant, hein, le mec contre-attaque, tout va bien. Il ramène toute la concurrence. Bon, bref. Moi, je suis Van Aert, je suis pas vraiment content. En plus, Van Aert se permet de dire à toi de prendre les relais. Mais je suis à l'avant depuis le début de la journée, mon grand. On est à plus de 150 bornes d'échappée pour Quinn Simmons. Tu oses lui demander des relais? Allez, Remco, lui, il demande rien à personne. Il se barre. Dans le plus pur style Remco Evenepoel. J'y vais. Et qui même me suivent. Et du coup, Van Aert, il se dit moi j'y vais aussi, alors, dans ce cas-là. Allez. Bon, bref, vous avez compris, situation mal embarquée, Edward Theuns obligé de faire l'effort, Stuyven qui sera utilisé comme peut-être protecteur final de Thibau Nys, ou pas, on verra hein, s'il lui reste quelque chose. Même un Stuyven à 0 de forme du jour peut gagner le Tour des Flandres, hein, sur PC, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, il faut un petit concours de circonstances, là on est mal, hein, parce qu'en fait, à l'avant, ils ont plus d'1 minute d'avance, et nous, le seul motif d'espoir, c'est qu'il nous reste des équipiers. Et puis, il y a aussi un motif d'espoir. Tiens, on voit aussi Filippo Ganna qui était sorti. Alors que Remco essaie de faire son numéro à la Liège-Bastogne-Liège. Van Aert, intelligemment, s'est relevé. Et nous, on roule comme des dingos, évidemment, à l'approche du dernier passage, troisième et dernier passage dans le Vieux Quarmont.
ça va envoyer du lourd. Stuyven va être chargé de mettre sur orbite Nace. Tiens, Remco est arrivé un peu à bout de souffle. C'était pas le meilleur moment en vérité, hein. Avant le troisième passage. Et ici, Kung. Oh là là, l'accélération de Kung, elle est somptueuse. En fait, c'est une attaque sur pavé, hein. Kung, Turner, Asgreen qui sortent. Van der Poel reste très prudent, pour une fois. Très prudent. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'il avait plus vraiment les moyens de suivre, soit c'est qu'il va le faire maintenant. Mais vu la nature du coureur sur PCM, et d'ailleurs dans la réalité, étonnant que le gars n'ait pas bougé quand les trois autres sont partis râler. Du coup, moi je me suis dit, je mise sur Van der Poel. Il s'est économisé, on met Thibaut Nace dans la roue, et derrière, on fait ce qu'on peut. Stuyven a réussi, tant bien que mal, à prendre la roue de Benoît Cosnefroy. Voyez au passage que quand même, Wout van Aert a payé. Hein. Van Aert a payé son effort, Remco Evenepoel a payé son effort, donc l'attaque lointaine, elle marche pas à chaque fois. Stuyven, donc, lâché de la route Cosnefroy, qui lui-même ensuite est lâché du groupe des 5. Ça va se jouer entre Nace, Van der Poel, Kung, Asgreen et Ben Turner. Donc, et moi je suis confiant. Je suis confiant parce qu'il reste 6 bornes, j'ai encore de la barre jaune, j'ai de la barre rouge, il y a quelque chose à faire. Turner a sauté, ça va se jouer à 4. On est dans la bonne roue en plus, c'est la roue qu'on peut vouloir. Il a pas l'air bien, hein, Mathieu. Hein. Il a pas l'air bien, on va essayer de devancer le sprint. Allez Thibaut. Allez mon Thibaut. Oh là 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 là. Ça s'est joué à pas grand chose. On perd avec Thibaut Nace. Honnêtement, je la prends tous les jours, la deuxième place, elle est belle. Hein. Mais voilà, bah, jolie victoire pour Kasper Asgreen. Tiens d'ailleurs au passage, Asgreen qui avait gagné le GP de l'E3 10 jours auparavant. Et là, on meurt à quelques boyaux de Kasper Asgreen. Et on a même tapé Van der Poel au sprint, quoi. Donc regardez, ouais, c'est assez net quand même. Hein. Il n'y a pas du tout de litige. Très belle victoire pour Kasper Asgreen. Thibaut Nace qui a failli claquer une victoire éternelle sur ce Tour des Flandres. Bon, au moins, on n'est jamais déçu en fait avec un Tour des Flandres. C'est toujours exceptionnel. Il se passe des choses. Enfin, moi, en tout cas, je suis jamais déçu hein, sur les Tours des Flandres que je joue. Parfois, par contre, on est déçu sur Paris-Roubaix. Alors, on va voir si cette fois-ci on l'est, ou si ça se passe bien et il y a quelque chose à se mettre sous la dent en termes de scénario, en termes d'intensité, en termes de suspense. Van der Poel retrouve Van Aert. Attention parce que Dylan Van Baarle est un prétendant encore plus sérieux que sur le Tour des Flandres. Et ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres gens qui peuvent s'imposer. Mais la morale quand même du Tour des Flandres qui a précédé, ça a été « il valait mieux pas attaquer de trop loin ». On va voir si ce sera la même morale sur ce Paris-Roubaix. Paris-Roubaix sur lequel, le plus longtemps possible, il faut essayer de survivre, échapper aussi à la malchance, pouvoir ne pas crever au mauvais moment, hein, on connaît tout ça et le jeu le retranscrit très bien. Je me souviens encore avec émotion d'une fois où j'ai Kasper Asgreen qui crève dans les 20 derniers bornes et que alors qu'il était parti pour gagner. Bref, voilà. Ou plus récemment dans la vraie vie, Gianni Moscon, ça m'a fendu le cœur. Gianni Moscon qui chute, crève dans le désordre alors qu'il avait quasiment course gagnée, quoi. Je crois que c'est l'année de Colbrelli ou non, quelque chose comme ça. Bref. Toujours est-il qu'on a passé la trouée d'Arambert sans grande encombre. Il reste environ 70 km. Le peloton est très très nombreux hein, à ce stade. On a l'habitude de voir beaucoup moins de coureurs à ce moment-là de la course. Allez, ça va pas tarder. Ça se réduit. Et puis ça va se réduire encore beaucoup plus. Tiens, Ghana, Christophe, Polite, entre autres, sont sortis. Bien mémoriser ça, parce que c'est peut-être pas anodin, cette sortie de ces coureurs-là, qui vont, regardez, être repris, hein, ici, avec un effort de Cosnefroy, Degenkolb, ok. Mais on retiendra qu'ils avaient tenté. Ils avaient tenté. Alex Kirch qui recrève. Bon, bah là, salut Alex, on se retrouve au bus.
Et puis dans la foulée, toujours la tentative de protection massive. Alors, je vous ai pas dit qui était mon leader ici, et j'aurais dû. C'est Edward Theuns. Voilà. Parce que Edward Theuns a un profil pour aller gagner sur un groupe d'une dizaine au sprint Paris-Roubaix avec ces notes-là sur PCM, il n'y a pas de problème. C'est faisable. C'est juste que ça demande un peu de chance, un bon concours de circonstances, et que par ailleurs Stuyven et Mads Pedersen ne sont pas dans la forme qu'il fallait pour pouvoir s'imposer. Donc c'est vraiment Edward Theuns sur lequel on compte ici. 29 coureurs à moins de 30 km de l'arrivée. Tout va se jouer maintenant. Tout va se jouer peut-être d'ailleurs sur l'enchaînement suivant. Et bien non, regardez, c'est dans 6 juin à Bourgel que Van der Poel, Van Aert ont choisi de sortir. J'ai pas exactement vu par qui ils sont accompagnés, mais on va pas tarder à le savoir. Je pense que Ghana est toujours dans les parages. Kung ne doit pas être très très loin. On aperçoit le Uno X, Alexander Christophe. On a également Nils Politt, voilà, merci. Ah oui, Matej Mohoric, évidemment. Et ça réattaque, Anthony Turgis aussi, qui fait de la belle résistance. Attaque de Canfin en Pével. Donc là, il y en a certains qui attaquent, c'est logique. Les plus forts attaquent ici, très souvent dans le jeu. Van der Poel, oh là là, quelle différence. La différence est monumentale entre le deuxième groupe et le groupe de 4 qui sont partis là devant. Et en plus, on enchaîne avec le carrefour de l'arbre. Et là, même Ghana ne suffit pas, ni Mohoric, ni tout ce que vous voulez, parce que devant, c'est parti. Et c'est très très bien parti. J'ai peut-être raté mon coup. Il fallait partir à ce moment-là. Mais après, pour quelle issue réelle? Regardez, même Van der Poel, à un moment donné, se relève, il n'en peut plus. Kung, Van Aert et Christophe, mais c'est pas possible. Quand je vous disais qu'on se croirait dans PCM d'il y a 10 ans, presque, où Christophe était impossible à battre. C'est comme un peu l'époque d'avant avec Cancellara, là, où vous pouviez pas gagner une classique pavée quasiment s'il y avait Cancellara qui était aligné. En même temps, avec Bonnen, ils ont dominé leur temps. Donc Theuns s'accroche dans la roue de Asgreen, parce que Asgreen a encore du potentiel ici. Regardez, il pourrait nous ramener au moment d'entrer sur le vélodrome, là, bientôt. Il pourrait nous ramener Casper Asgreen sur ces 3-là. Ouais, sauf que Theuns, rien qu'en suivant Asgreen, il s'est vidé les barres. Donc, on a compris. La gagne, tu oublies. Ça va se jouer entre ces 3-là. Kung, Van Aert ou Christophe. Je donne avantage aux 2 derniers, évidemment, au sprint. Au sprint, les 2 derniers vont plus vite. Et d'ailleurs, regardez, qui est-ce qui va surprendre tout son monde? C'est Alexander Christophe qui va surprendre ses 2 compères, s'imposer devant Wout Van Aert. Stephen Kung devant se contenter d'une 3e place, qui n'est pas déshonorante. Turgis 4e, chapeau bas. Et derrière, nous, on fait 7. 7. Honnêtement, je suis honoré de faire 7e. Je trouvais que la course était moins belle que le Ronde juste avant. Mais après, elle termine quand même d'une manière qui est pas dégoûtante. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, qui sera une 3e et probablement dernière vidéo de test avant d'entamer la carrière, j'irai jusqu'au Dauphiné. On verra si on va un peu plus loin ou pas, mais on n'a pas dit qu'on y aille. Sauf si vous me dites, voilà, on aimerait, je joue le Tour de France avec cette équipe-là, vas-y, et tout ça. Bon, là, je peux entendre. En plus, c'est cool, parce que ça permettrait d'avoir un petit aperçu du Tour de France sur PCM plus rapidement que dans la carrière qui démarrera. Donc là-dessus, vous vous exprimez. Je vous dis à très vite pour une 3e vidéo test. Puis après, comme ça, entre-temps, le sondage se sera décanté. Le sondage que je vais mettre quasiment au même moment que cette vidéo sortira. Voilà. À plus, bye bye.